Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ouais. Assalamu alaikum à tous les Papouas, bonjour à tout le monde, bienvenue dans Showbuzz, très heureux de vous retrouver pour partager, n'est-ce pas, cette 129e session de dépaporisation. Oui, nous sommes en Papouasie, nous sommes tenus par cette mission. La mission, c'est de vous apporter de la joie, des papos, de la gaieté, et c'est pour ça que nous sommes là. C'est moi, DJ Moulou-Koko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo, di tutti capi. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Bonjour à madame. Bonjour à monsieur. El Hadji Ismaël. Madame la gouverneure de Boiré City. Ah, tu cherchais? Je vais te donner un autre nom. Pas grave. Karen, Il vient d'arriver de San Pedro, il t'a oublié. The Queen of Boiré. Oh yeah. Tu es toujours belle et ça restera comme ça. Merci. Seulement 2 jours à San Pedro, il t'a oublié. Seulement 2 jours à San Pedro. C'est Fake Tu news. sais même pas ce qu'on se dit. c'est de la haine. Tu sais même pas ce qu'on se dit en off. Tout ce qu'on se dit en off, c'est quand on a besoin d'un renseignement, elle m'écrit. Ok. N'est-ce pas, T'as Karine? pas te justifier. Là. Maintenant, toi, tu fais. Au Zone Afrique, Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par Les renseignements. le Papatouya. Ouais. Bonjour, El Hadji Ismaël. Oui. Ismaël Wilfried. Oui. Non, c'est c'est Bobby. Hein. Bobby, Ouais. Ismaël Bobby. Donc, Alain Bobby. El Hadji Ismaël Bobby. Ça va, Ozone? Ouais, ça Tu va m'as pas bien. manqué du tout. Comment? Tu m'as pas manqué du tout. Ouais, c'est réciproque. Je sais. Dirigez vos regards vers cette femme. C'est le regard perçant. My blood. Splendide. Faut mettre dans l'air. Mimi, ton bazin va ravir. Il est magnifique. Merci, Monsieur le Président. Mimi, t'es Je trop suis très belle. content de te revoir, Mimi. Merci, Ozone. D'accord. Merci, Moulou. Merci, Karina. Je souhaite un très joyeux anniversaire à un grand Papouas, un fidèle Papouas. C'est le bâtisseur de la souveraineté digitale africaine, président Clocho Sanogo. Joyeux anniversaire à toi, que je t'accorde la santé, longue vie. Et bon anniversaire à un autre disciple, qui s'appelle Mustapha Mousti Touré, et Mousti Touré. Bon anniversaire, champion. Et puis, je dis merci à la Moulou Team, à San Pedro, ma team. Merci à vous, les gars. J'ai fait de très belles rencontres, 2 belles rencontres. Hein, la première, c'est le parrain du Moulou Festi 7. Il s'appelle Arnaud Quadio. Bro, merci infiniment. Toi-même, tu sais, on est ensemble. Et puis le boss, Ikechuku. On est ensemble, les gars. Merci pour le soutien. Et puis à très bientôt pour le Moulou Festi Partie 7. Vous pensez à quelqu'un, mesdames? Le 3, le 4, 3, le 4, 5 5 avril, à c'est San Pedro, sur le le terrain Inagoï. Non, Ouais. au Rotary. Ah, Au Rotary. Ça a changé. Non, oui, on est changé. Tu n'as pas d'informations. Donc, on reprend. Il y a pas ça. 3, 4, 5 avril, À San Pedro. à San Pedro, Au Rotary. au Rotary. Voilà, c'est le week-end pascal. Vous pensez à J'aime quelqu'un, pas mesdames? ça. Je pense à toute la Stylia famille. Bonjour. D'accord. Mimi et toi? Oui, je pense à mon fiancé ce matin. Je lui fais plein de bisous. D'accord. Au Zone Afrique, Bamba. Merci de penser à moi, chérie. Nous démarrons cette émission. J'aime pas Il y a de la trahison dans l'air. Nous pensons à toutes les personnes chez qui c'est difficile, toutes les Ils ont personnes tapé malades. dans mon dos. Nous apportons de l'amour. On va démarrer cette émission avec l'image du jour. Ton ennemi n'est pas loin. Il te dit. L'image du jour, cette vidéo de Gaulle à montagne qui appelle à l'aide. Bonsoir, urgent. Je remercie beaucoup Ayuta Dimitri. Mon jeune frère, beaucoup depuis ce temps, il est derrière moi. Et il a vu ma situation. Donc, Ayuta Dimi, voici la lettre que je te présente maintenant. Après cette lettre, j'espère que tu verras toute la vérité. Donc, le grand appliqueur national, j'envoie Ayuta Dimi vers toi. Je t'en prie beaucoup, grand appliqueur national. Viens au secours de ton artiste. Aide-moi par rapport à un déménagement. Ok, voici les papiers qui sont devant toi. Donc quand tu vas voir ça, tu vas lire ça toi-même, tu vas comprendre. Viens à mon aide, viens à mon secours. Grand appliqueur national. Comme
Comment avez-vous réagi quand vous avez vu cette vidéo, Karina? Ah, c'est triste de voir Gola Montagne, qui est un artiste ivoirien qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, faire un SOS et demander de l'aide comme ça, voir dans les conditions dans lesquelles il vit là, moi, franchement, ça m'a rendu un peu triste quand même. Ouais. Comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo déjà? C'est ça, j'étais triste, j'étais peinée. J'ai à peine terminé la vidéo, même parce que voilà, je n'arrivais pas à le regarder. Mimi, comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, j'ai dit, la vie est bizarre. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. C'est comme Karina, à peine j'ai cliqué sur la vidéo, j'ai pas eu la force de j'ai préféré garder le souvenir de ce gars à la montagne que je voyais quand j'étais petite. Voilà. Ozone Afrique Bamba, comment tu as réagi quand tu as vu la vidéo? Ah, ça m'a plongé dans une tristesse sans précédent. Parce que voir un artiste qui nous a fait danser autant, et se retrouver dans une situation, dans un cadre aussi précaire, en train de faire un SOS, franchement, j'ai eu très mal au cœur. Parce qu'il ne mérite pas ça. D'ailleurs, personne ne mérite ça. Ouais. Écoutez, c'est un sentiment qu'on a tous partagé. On a été tous peinés de voir un artiste de la trempe de Gola Montagne qui était à son prime dans les années 90, hein, qui a fait bouger la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai été très triste de le voir comme ça. Et ça m'a rappelé cette phrase qui dit « Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. » Alors, pour que les plus jeunes comprennent l'ampleur de la situation, en 1990, Gola Montagne faisait danser toute la Côte d'Ivoire avec son tube générationnel Zimblo, qui a popularisé le Zimblo. Alors, c'est la preuve que vivre en France n'est pas une garantie exclusive de vie stable. Voilà, parce que vivre en France, c'est d'autres réalités forcément, parce que partir du pays pour aller se chercher ou dans l'objectif d'avoir une vie stable, c'est vraiment pas une garantie. Karina, j'aimerais avoir ton avis. Oui, je suis d'accord avec Ozone. La France n'est pas l'Eldorado, comme on a l'habitude de dire. Hein. Il peut avoir une vie bien ici, arriver là-bas, les réalités sont tout autres. Il y a beaucoup de lois là-bas. Hein. La vie est dure. Quand certaines personnes expliquent que la France, c'est pas de l'amusement, bah, voici la preuve. Tu peux être en France et puis souffrir. Là, on parle d'un artiste qui était censé vivre de ses productions. Mais oui, mais est-ce qu'il a eu le temps d'avoir beaucoup d'œuvres aussi? Parce qu'il a fait ça, je crois. Après ça, il y a eu une autre chanson. Et puis ensuite, il est allé en France. Il a fait plus de 10 ans là-bas, quand même. Ben, plus de 10 ans. Mais si tu as deux chansons, tu as la même chanson pendant 10 ans. Une chanson même à succès. Une chanson à succès, mais pendant 10 ans, tu peux pas vivre de ça tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui viennent, il y a des trucs, il y a des nouvelles chansons qui viennent là. Et les gens, tu sais que les fans, là, une fois que quelque chose de nouveau arrive, ils sont tous là-bas. Donc pendant 10 ans, tu peux pas avoir une chanson ou deux chansons. Gola Montagne, il n'a que deux chansons? Je pense, il y a une chanson là, j'ai oublié le titre. Il avait une chanson, à part Zimblo, il avait une chanson. Il y avait une chanson? J'ai oublié le titre, mais il avait une autre chanson et tout. Donc après, ça, je sais pas moi, c'est pour dire que la France n'est pas l'Eldorado. Ozone l'a dit tout à l'heure, c'est pas... Ça ne garantit pas le succès. Ça ne garantit pas le succès, ça ne garantit pas la bonne vie. Mimi, et toi, comment on explique le fait que Gola Montagne revienne quasiment sans être dans une situation stable aujourd'hui? Avant, tu sais, président, tu peux faire une musique, une chanson, sortir une chanson, puis ça marche. Mais ça ne veut pas dire que de toute façon, ça marche, les gens écoutent partout. Ça ne veut pas dire que tu gagnes l'argent dedans. Hein. Avant, c'était difficile. La musique, le showbiz était bizarre. Et donc, peut-être qu'il a saisi l'occasion d'aller en France. Mais malheureusement, il allait là-bas, peut-être il voulait jouir de sa musique, mais ça n'a pas marché. Et donc, il est revenu. C'est le constat qui se fait. Voilà. Alors, au-delà du cas Gola Montagne, que révèle cette affaire sur les carrières des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que tout allait bien pour eux ici? Karina? Si ça va ici, c'est pas forcé que ça aille là-bas. Gola Montagne est parti. Ça prouve que Gola Montagne, lui, sa vie n'était pas stable là-bas. Il n'était pas stable. Parce que si tu vas et que tu reviens sans rien, sans une vie stable ici, c'est parce que là-bas, ça n'allait pas. Mais pourquoi ça marche ici et puis on s'en va? Ah, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup qui le font. Il y a d'autres qui se disent que Moulou, mais la manière dont tu dis que ça marche là, Mimi a dit, est-ce que ça marche vraiment? Ça marche, est-ce que tu rentabilises? Ta musique peut jouer partout, mais tu ne rentabilises pas. Et quand ils ont une petite occasion, beaucoup ont cette réflexion-là, quand ils ont une petite occasion d'aller en France, ils se disent que c'est pas sûr que j'aurais cette petite chance qu'il y a eu de mousser. Comme on le dit, parce que mousser ne veut pas dire rentabiliser. Oui, mais même rentabiliser, je veux dire, si tu as un morceau à succès, on te sollicite partout, à partir de là, tu peux savoir si ça marche ou pas. Parce que tu fais beaucoup de spectacles et à cette époque-là, je me dis... Il y a des gens qui moussent, qui la musique joue partout, ils n'ont pas de spectacle.
Il y a beaucoup, là. Tu écoutes la musique. Et puis au temps de Go la montagne, il n'y avait pas les streaming. Il y a d'autres qui se défendent un peu avec les streaming, mais avant, il n'y en avait pas. Tu vois? Et si ta musique joue partout, qu'est-ce qui prouve que tu rentabilises? Et c'est lui, ceux qui connaissent la réalité. Il peut dire que tout le monde pense qu'il mousse, mais lui, c'est ce qu'il vit. Donc, quand il gagne la France comme ça, il va se dire, mais s'il revient, qu'est-ce qui prouve que je vais encore avoir l'occasion de partir en France? Et donc, il s'en va. Il reste là-bas et puis il se cherche. Ça peut marcher là-bas aussi, comme ça peut ne pas marcher. S'il revient sans rien comme ça là, dans cette ville-là, c'est clair que là-bas, ça n'a pas donné. Yeah. Voilà. Mimi, que révèle cette affaire sur les carrières des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que ça marchait bien ici pour eux? C'est simple. Certains artistes se laissent influencer par d'autres. Ils se disent, bon, écoute, actuellement, ça mousse pour toi ici. La chanson marche, ça va. Il faut venir, tu vas caler ici, on va te trouver des trucs. Pareil, quand tu... Bang là, souvent d'autres disent que quand tu arrives nouvellement, tu es sollicité, hein, on t'appelle ici pour des spectacles, on t'appelle, mais après quand tu dis, qu'est-ce qui prouve que de toute façon tu es sur le sol, là, les gens ont envie de te voir encore. Et c'est ce qui fait mais quand tu dis, je veux dire qu'après chacun s'organise, si on t'appelle, quand on t'appelle plus, tu rentres? Mais c'est pour ça que je te dis, souvent d'autres vont en spectacle et puis calent là-bas. C'était pas prévu qu'ils calent, qu'ils restent là-bas, mais ils calent pour... Je rejoins Karine en se disant que est-ce que j'aurai l'occasion de repartir encore en Europe? C'est ça. Tu penses qu'ils sont victimes de mauvais conseils? Oui, si. Je me rappelle d'une vidéo qu'Arafat a fait. Il donnait conseil à ses amis artistes et à certaines danseurs. Il dit que souvent en Europe, là, quand on s'en va, il y a certaines femmes qui nous bloquent. Elles veulent qu'on reste là parce qu'on a le succès. Elles veulent s'accaparer de nous. Elles veulent nous bloquer. On va rester sur le sol. Et puis après, ça gâte ta carrière. Il faut faire un choix. Soit, là, tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Quand c'est comme ça, là, ça va. Il y a plein d'artistes qui font des allers et retours. Et ils s'en sortent. C'est pas aller caler là-bas là, qui dit que tu as trop réussi. La musique, en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent là-bas, là, ici, ils viennent faire la promotion. Tu comprends un peu? Voilà. Ozone Afrique, qu'est-ce que tu en penses? Que révèle cette affaire sur les carrières des artistes des artistes ivoiriens qui ont décidé de s'installer en France alors que ça marchait bien ici? Déjà, les artistes doivent comprendre que les deux écosystèmes ne sont vraiment pas pareils. Parce que ici, c'est leur territoire de prédilection, c'est ici qu'ils ont démarré, c'est ici qu'ils ont fait une bonne fanbase, c'est ici que les gens vont facilement à leurs concerts, c'est ici qu'il y a le Palais de la Culture, le Parc des Expositions, le Sofitel, c'est ici qu'il y a toutes les salles où leurs fans peuvent se déplacer facilement pour aller. Pour aller faire des concerts en France, il faut avoir une certaine carrière, une certaine cote. Aujourd'hui, José, Rosine Layo, Imra, Didi B, Magic System, tu vois, tous ces grands noms-là arrivent à faire des concerts là-bas, mais ne sont pas forcément installés sur place. Parce que quand tu t'installes sur place, il y a des réalités extra-musicales qui vont t'obliger à marquer une trêve, une trêve qui peut s'allonger au point de te faire perdre tes inspirations. Bien sûr. Et tu vois, des artistes comme Sly de Sly, quand elle sort un projet, elle est obligée de venir sur le territoire ivoirien pour faire sa promotion. Et même étant dans cette situation-là, ça la fatigue. Ça la fatigue pour ceux qui parlent avec elle, oui, parce que c'est des va-et-vient, il faut être là tout le temps pour faire la promotion. Quand tu n'es pas là, ça ne marche pas. Là-bas, c'est pas évident que ça marche pour toi, parce que là-bas, là, ils ont les Gims, ils ont les Dadju, ils ont des artistes là-bas qui... Ils sont des labels. Il y a des labels de gros artistes qui occupent le marché, qui occupe les parts de streaming. Même ceux-là aussi viennent ici pour faire leur promo. Voilà, même ceux-là, oui, tu vois, même ceux-là viennent ici pour faire leur promo, pour faire leur concert. Donc, étant là-bas, il faut être il faut avoir une grosse machine derrière toi pour le faire. Moi, je veux savoir, pas aller se jeter à l'eau comme ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les pousse à partir pendant que ça marche bien ici? Il va répondre, il répond. Il répond. Ce qui les pousse à partir, ils se disent quoi? Bon, quand ça marche ici, il faut aller conquérir d'autres marchés, d'autres territoires. C'est normal, hein? Il faut aller conquérir d'autres territoires. C'est normal, c'est très normal. On était en train de parler de la conquête du marché anglophone ici il y a quelques semaines, avec les Afrima et les collaborations que les artistes Didi B et Imra ont fait avec des artistes anglophones qui leur ont permis d'avoir des certifications? Des certifications, merci. Mais est-ce que Imra et Didi B sont allés s'installer au Nigeria? Non. Tu peux aller à la conquête de ces marchés-là, mais il faut garder tes pieds, tes racines, là où il y a ta fanbase, là où il y a des gens, où les gens sont prêts à te porter. Aller t'installer en France, c'est d'autres réalités. Parce que quand tu es ici, tu vas au studio, machin, quand c'est chaud sur toi, tu peux appeler un de tes potes qui a donné l'argent. Là-bas, on l'appelle pas. Là-bas, là, tu n'as pas appelé quelqu'un. On l'appelle pas. Tu as allé Jossi, dans Jossi, là.
Souvent, il y a prestation improvisée. Un rançon au village, Alors, ils vont dire tu es en beng. Alors, Là, tu vas comprendre. il semble qu'à Poitou National, épaulé par Samo Zagba le Requin, ont décidé de prendre en charge la caution du nouveau logement. Alors, les artistes seuls peuvent-ils changer les conditions de vie de leurs collègues? Mimi? À eux seuls, ils ne peuvent pas. Parce que j'ai vu que quand Apouchou a lancé la cagnotte sur ses réseaux, les fans, les missionnaires ont refusé de cotiser. Ils ont refusé de cotiser. Oui, Pourquoi, selon toi? Ils ont refusé. J'ai vu des commentaires. Certains ont dit, mais il ne peut pas aller faire des années en Europe et revenir comme ça. Et puis, nous, on va cotiser. Pourquoi? Ça devient une habitude. Certains se sont sentis un peu, à la limite, indignés par rapport à cette situation. Tu vois un peu, non? Voilà. D'accord. Tout à fait. Karina, et toi? Est-ce que les artistes seuls peuvent-ils prendre en charge les conditions? Est-ce qu'ils peuvent prendre en charge les conditions de leurs collègues? Ils peuvent faire des gestes. Ils peuvent... Là, comme ça, là, Samo, Apouchou et Zagba ont réussi à lui donner une caution. Ça va l'aider. Mais ça ne peut pas changer sa vie. Ça ne peut pas changer sa condition de vie. Et ils ne peuvent pas... Les artistes aussi, là, au fur et à mesure, ils vivent de ce qu'ils font, de la musique. Si chaque fois, ils doivent aider, passer leur temps à aider leurs semblables, eux, ils vont s'oublier. Et s'ils s'oublient, qu'ils n'arrivent plus à faire des chansons, ils n'arrivent plus à se concentrer sur leur carrière qui leur donne de l'argent. Eux aussi, là, ils peuvent tomber dans ce genre de situation qui aide finalement. Ils ne peuvent pas changer la vie de tous les artistes. Ils peuvent apporter quelque chose, mais pas eux. Ce n'est pas à eux de faire ça. Aux Jeux d'Afrique, pour moi, ça devient récurrent. Est-ce que ça va assurer la fin? Ça ne va pas épuiser Apouchou et les autres qui veulent... Oui, à force de solliciter les gens sur les réseaux sociaux comme ça, de façon populaire, les gens vont commencer à se lasser. D'ailleurs, on a vu avec le cas de Gaulle à Montagne, il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui disaient, comme il a dit, que ouais, ils en ont marre, oui, pourquoi chaque fois il faut cotiser pour les artistes et tout. Les artistes seuls, de cette façon-là, à payer des cautions, payer des voitures et tout, ne vont pas arriver à changer la situation. Il faut une décision collective, une décision même au-delà des artistes, une décision institutionnelle. Il faut qu'il y ait une réorganisation, une restructuration de l'écosystème de la musique ivoirienne pour aller au-delà des cotisations de cette façon, des SOS sur les réseaux sociaux. Il faut que, même au-delà des artistes, il faut que le ministère s'implique dedans. Il faut qu'il y ait une réflexion collective, une réflexion vraiment profonde sur ce cas. Parce qu'il n'y a pas que Gaulle à Montagne. J'ai vu d'autres artistes, peut-être que ça n'a pas été vraiment populaire, mais j'ai vu des artistes qui ne sont pas forcément connus, qui font des SOS, qui font des sorties, qui demandent de l'aide sur les réseaux sociaux. Mais non, parce que c'est des personnes qui sont censées faire rêver les gens. Donc, du coup, la musique, c'est un métier noble. Du coup, ça fait peur aux gens qui ont envie de se mettre qui ont envie d'embrasser le métier. La musique. Et puis même si on paye une caution, qu'est-ce qu'il prouve? Il pourra payer les mois. Il ne travaille pas. D'accord. Voilà, il faut L'histoire de Gaulle à Montagne interpelle sur la nécessité d'un vrai accompagnement structurel et d'une meilleure protection de notre patrimoine culturel vivant. Yagbaré en ville. Yagbaré en ville. On fait comment? Allons-y rejoindre Nash et Suspect 95 sur le mur de la Papouasie. Suspect 95 sur CKO s'est prononcé sur le rap ivoire et le Nouchi. On l'écoute. Le rap, l'histoire du rap ivoirien, je trouve que c'est vraiment spécial. Comme les gens ont pu le voir avant, le rap ivoirien, avant qu'il y ait l'étiquette, label rap ivoire, c'était plus un truc copier-coller du rap français, en fait. Ok, d'accord. On essayait c'était sans identité, tu vois, on était vraiment inspiré par les sons d'ici, les phases B, tout ce qui est... On posait sur les prods de Booba, les phases B de Booba, Youss, tout ça. Mais c'était vraiment... On essayait de tout copier. On essayait de copier et le flow, et la diction, et tout. On essayait de tout copier. Et ça, c'est pas... Pour moi, hein, à cette période, ça n'avait pas d'identité. C'était vraiment un exercice qu'on faisait. Et moi, j'étais au lycée quand j'ai commencé. C'était très sérieux pour nous. À l'époque, au lycée, on ne savait pas si on allait percer dedans, mais vraiment, c'était... Comme on dit, tu grillais les cours. Sinon, on dit griller les cours. Tu t'absentais de l'école pour aller rapper, en fait. Pour aller bosser tes techniques. C'était très sérieux pour nous. Mais au début, comme je dis, c'était copier-coller du rap français. Et les choses se sont décantées quand progressivement, la vague a commencé à accepter l'identité,
à accepter. Ça, c'est à peu près à partir de quand, ça? En fait, les premiers... Moi quand j'analyse bien les choses, le premier groupe de rap qui a ramené ce Nushi, qui a ramené cette identité oud, il s'appelait Garba 50. Okay, Big up à Oli Sou, je vous invite à aller checker. C'est eux qui ont ça. commencé. Mais eux, à l'époque, c'était tellement oud. Il n'y avait pas... C'est-à-dire, eux, ils vivaient le truc oud, tu vois. Okay. Au niveau de l'image, c'était pas forcément... Tu vois, tout était oud. C'était trop réel. Ouais, c'était trop réel, tu vois. Ça faisait pas plus rêver que ça, un peu, tu vois. Ces déclarations de Suspect 95 ont fait réagir plus d'une personne, dont Nash Lago Krakra du Jassa. Moi, en tant que vieille mère, je respecte le travail des petits frères. J'honore, je bonheur, je tends la main comme je peux, je soutiens. Mais il y a une chose dont je rêve, c'est qu'on troque l'histoire, c'est qu'on trafique l'histoire. Et ça, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler dans les histoires de débats sur le rap, sur le hip-hop. Mais quelquefois, il faut quand même qu'on rétablisse la vérité. Suspect 95, mon petit frère qui a fait, un fils qui a fait son live, et puis il a donné son point de vue, c'est qui a relancé le rap. Je ne rentre pas dans ce débat, mais je dis, il a donné son point de vue selon ce que lui sait, ce qu'il comprend. Et on ne peut pas lui tenir rigueur, on ne peut pas venir débattre de ça. Il a donné son point de vue. Mais c'est des commentaires, c'est des commentaires que je vois qui sont un peu blessants. C'est un peu blessant, ça fait mal parce que l'histoire est là et puis on veut aller sur autre chose. Ça dérange. Et je pense que nos petits frères ont besoin de connaître la vérité. On dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Ils ont besoin de connaître la vérité, de connaître le mouvement dans lequel ils sont. Parce que ce n'est pas eux qui ont inventé. Voilà, ce n'est pas vous qui avez inventé le rap. Nous, mais le rap ivoirien, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps que ça existe. Des gens se sont battus, des gens ont été humiliés, leur sueur a coulé, ils ont été frustrés, des gens ont été blessés, des gens même sont morts dans ça. Pour qu'aujourd'hui ça existe et que vous puissiez faire un mouvement et vous vous en sortiez. On est content de tous les exploits qui sont faits aujourd'hui. On est en joie quand on voit nos petits frères Imra, Didi B, on voit Suspect 95, on voit Doplin, tout ça là. On est content, mais il n'y a rien de nouveau sous nos cieux, c'est ça, non? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, comme on dit, il n'y a pas quelque chose qui est nickelé maintenant. Tous les mois, c'est avant, c'est revenu. Avant, on disait Doi là. Ça existait avant, hein. On disait, t'as ça pas Doi, on disait ça, aujourd'hui, on a pris Doi là pour les revenus. Voilà. Bouela, ça voulait dire autre chose avant. Bouela, ça ne voulait pas dire que ignorer, voilà, ne pas calculer, mettre foutre, c'est pas ça. Ça ne voulait pas dire ça avant. Maintenant, là, nos petits frères ont ramené et puis ils ont une autre science. Donc, rien n'a été inventé. Ça existait avant. Et des vieux pères se sont battus pour imposer ce mouvement. Et quand nous, on venait là, c'était difficile de rapper en Nushi. Parce qu'on disait que c'est pour les voyous. Nous, on faisait des colloques dans les universités. On faisait des... C'est-à-dire que on dit qu'on ne peut pas aller chanter là. Dieu fait, nous, on s'en va chanter là-bas en Nushi. Ouais. D'accord. Alors... C'est loin. Voici la question à 20 000 feuilles. OK. Nash, Suspect 95. Qui a raison, qui a tort? Mimi. Ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo de Suspect s'est arrêté à son époque. Parce que Suspect est jeune. Il s'est arrêté à son époque. Au moment où Gaba 50 commençait à rapper, je sais qu'il était très jeune, il partait à l'école, il voyait. Et pour lui, c'est là que l'histoire a commencé. Et il n'a pas voulu, selon moi, il n'a pas voulu peut-être prendre des informations, se renseigner. Sinon, il y a eu plein de rappeurs. Il y a eu des gens qui... Le rap ivoire n'est pas né maintenant. Pas par Gaba 50, c'est pas Gaba 50 qui a ramené. Il y a eu plein. Il y a eu RAS, Scorpio, il y a eu tellement... Roche B, tout ça, il y a eu des gens. Il y a eu des gens, comme Nash l'a dit dans sa vidéo. Donc, je peux dire que Suspect n'a pas tort parce que lui, il s'est arrêté à lui, sa génération, à lui, son époque. Maintenant, concernant Nash, j'ai aimé sa façon de parler parce qu'elle a parlé avec beaucoup de sagesse. Elle a mis les pendules à l'heure. Elle a raison. C'est bien souvent de mettre les petits frères sur les rails. D'accord. Ouais. Karina Style. Suspect n'a pas tort, mais Nash a raison. C'est-à-dire que Nash a raison, mais Suspect n'a pas tort. Même il a parlé de l'époque. Il a commencé à partir de son époque. Tu vois, il n'est pas allé... Quand tu l'écoutes, tu vois qu'il parle d'eux, leur génération.
Parce qu'avant eux, il y a eu Gaba 50. Tu vois que l'époque de Gaba 50, c'est là que lui, il avait envie de rapper. Donc, il prend le niveau à partir de Gaba 50 jusqu'à ce qu'il parle des autres et tout ça. Et il connaît peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire. Sinon, il y a les autres qui ont fait beaucoup pour ce rap-là. On a RAS qui a envoyé le Noussi, qui a fait du Noussi dans le rap. RAS, Bonnie et les autres. Et on a beaucoup pardon, RAS qui a ramené le Noussi dans le rap. Le Noussi dans le rap. Voilà. On a beaucoup de vieux pays ici qui ont chanté. Peut-être que maman Tina même aussi elle est là. Tina Glamour aussi a fait. Non, Tina, ça c'est le love, ça c'est le love me. Un peu, tu vois, mais je pense qu'il ne connaît pas trop peut-être l'histoire, ou bien il avait juste envie de se focaliser sur sa génération. Mais Nash aussi, ce qu'elle a fait, c'est bien. C'est bien d'apprendre des choses que les petits frères ne connaissent pas. Et dans la sagesse, il y a bien comment elle a parlé. Et c'était important, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que Nash aussi, elle a fait beaucoup aussi pour le rap. Surtout le rap, nous aussi, elle continue. Donc c'était nécessaire de sortir. Ozone Afrique Bamba. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup tagué. Des gens même sont allés jusqu'à me manquer de respect. D'autres sont allés jusqu'à me dire merci. Mais en vrai, tout ça révèle un problème, une carence de communication intergénérationnelle. Et je m'en suis voulu un peu parce que je me suis dit qu'on ne fait peut-être pas assez pour que le message passe. On ne fait peut-être pas assez, nous, les anciens, pour que l'histoire soit racontée. Hein. Aujourd'hui, X Fontaine, qui est plus ancien que moi, est aujourd'hui en train de faire des programmes télé pour raconter l'histoire, pour inviter tous ces jeunes-là. Il y a un manque de communication entre les différentes générations, les trois générations. Il y a vraiment un manque de respect, de communication, je voudrais dire. Aujourd'hui, quand on parle de Noussia, de rap Noussi et tout ça, c'est clair que RAS reste les leaders de ce mouvement, tu vois. Et Garba 50 a ramené le rap abidjanais. Et c'est une génération qui a été très marquante parce que c'est une période où on a eu l'impression qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Donc, quand Garba 50 est arrivé, dans la tête de certaines personnes, c'est maintenant que le rap existait en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que le rap Garba 50, même qui n'était même pas... À cause des textes poignants et tout. Oui, mais Garba 50, même, c'était pas du rap Noussi. D'accord. Non, c'est pas Noussi, non. Voilà, c'était du rap abidjanais. C'est carrément différent. Il n'y avait pas de Noussia dedans, il n'y avait pas de trucs. C'était ils dénonçaient, ils exprimaient les tares de la société avec le français avec l'accent ivoirien, tout en gardant le beat de rap, le beat de base. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, on doit développer, encourager la communication entre les différentes générations. Et au-delà de ça, il faut que la nouvelle génération continue de se cultiver, continue d'écouter les anciens, de se rapprocher des anciens. Il faut que les anciens aussi acceptent... Justement, j'allais en venir. Ouais. Visiblement, le problème du rap ivoire, c'est la transmission de son héritage. Alors, les anciens sont-ils fautifs de ne pas avoir su, comme on appelle ça, transmettre, n'est-ce pas? Ou bien ce sont les jeunes qui doivent chercher à se cultiver. Mais ne t'inquiète pas, tu vas répondre à cette question. Je veux qu'on regarde quelque chose. Suspect a réagi par rapport aux différents commentaires. C'est une sorte de débrief. On regarde. Salut, chers frères et sœurs. Je vous ai dit qu'il y avait mon Sikeo qui était totalement disponible. Là, c'est une vidéo réaction aux commentaires du Sikeo. Obligé de créer du contenu. Vas-y. On commence. C'est Suspect qui a reçu Sikeo. T'es dit qu'il parle trop. Attention à toi. Méfie-toi. Suspect 95 ans, regarde de l'écouter. Même si tu parles pendant 70... Doucement quand même. On apprend tellement. Hâte d'écouter Demosthène. 27 mars. Ça arrive. Suivant. Ah, il a changé de profil là maintenant. L'interview fait 2 heures. Dans 2 heures, c'est ce que tu as... Almighty et Tizo étaient les pionniers. Ça tombe bien. Attendez, je vous montre. Il y a le commandeur Samo, on ne voit pas en bas, ça doit être écrit, j'ai mal coupé, mais bref. Il y a le commandeur Samo, nouveau directeur de la nouvelle génération des Zigei, qui a posté ce public reportage parce qu'il n'est pas content. Il n'a pas cité le nom des Zigei. Je pense que, mea culpa. Je pense que c'est la manière dont il a dit Garba 50 a ramené là. Je pense que c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'était où et puis on a ramené. Bon, bref. Je pense que j'aurais dû profiter pour faire une dédicace quand même à tous les pionniers depuis le début. Donc je le fais maintenant.
Yves Zobo Junior, dédicace à toi, papa, le groupe RAS. Roche B, PDG du Boudon, Almighty Stezo, MAM, Rajman, Big Up. Et mon corps chauffe depuis 2 jours. Là, il ne fait que sonner. Attends, toi, tu es nous rayer de l'histoire. Je ne veux pas vous rayer les devanciers. Merci pour tout ce que vous avez fait. On est ensemble. Man, suspect éclaté. Donc, il est fort et s'exprime bien, ce type. Alors, que pensez-vous de la démarche de suspect de réagir aux réactions, Karina? J'ai pas trop aimé la sortie. Quand il a, surtout sur Samo, il a donné un petit nom à Samo que je n'ai pas aimé. Je crois que autant Nash a donné son avis sur sa sortie. Je pense que c'est ce que Samo voulait faire maintenant, le respect. Mais je n'ai pas aimé la façon dont il a surnommé Samo le président des nouveau directeur. Le nouveau directeur des IGI, c'est pas bon. Ça fait un peu manque de... En fait, il le nargue. Je ne sais pas si il a appelé ça comme ça. Je pense que c'est ironique. Oui, c'est ironique. Et puis, c'est un peu rabaissant. Je n'ai pas trop aimé. Mais j'ai aimé aussi le fait qu'il s'est rattrapé, en fonction de cette vidéo, il s'est rattrapé sur le fait d'avoir oublié l'histoire. Tu vois, il a cité d'autres... Il a eu le temps de citer les grands frères et s'excuser pour dire que, voilà, il reconnaît le travail qui a été abattu et tout ça. Bah, voilà. Mimi, qu'est-ce que tu penses de la démarche de suspect? Oui, il s'est remis en cause. C'est comme s'il tentait de se faire une interview à lui-même avec les commentaires de ses abonnés. Il s'est remis en cause en citant ce qu'il avait omis de citer dans son interview. Mais ce n'est pas toujours intéressant d'oublier. Parce que quand on parle du rap, même quand on est jeune, il faut te dire qu'il y a des jeunes qui ont commencé l'histoire avant toi. Donc, même si tu ne connais pas l'histoire, tu peux citer au moins 2 ou 3 noms à la va-vite avant de passer à ta génération. Donc, ce serait un conseil pour les jeunes là de se cultiver, on l'a dit, beaucoup plus, de se rappeler qu'il y a des gens qui ont mené un combat avant qu'eux ne soient là. Tu vois un peu, non? Voilà. D'accord. Aux Jeunes Afrique, avant de revenir sur la question que je t'avais posée, comment tu trouves la démarche de suspect? J'ai rien contre. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que ces jeunes-là exploitent ou explorent Internet. Ils font leur communication, ça peut ne pas passer chez tout le monde peut ne pas aimer, tout le monde peut ne pas comprendre, mais ça reste de la communication. Il essaie d'expliquer. Vous voyez qu'il a fait des captures de certains commentaires, qu'il a essayé de commenter. Donc, j'ai rien contre. Voilà, il profite pour annoncer Demosthène qui arrive bientôt. Il profite donc pour rester dans l'actualité. C'est une forme de communication aussi. C'est bien pour lui. D'accord. Alors, je disais, visiblement, le problème du rap Ivoire, c'est la transmission de son héritage. Alors, les anciens sont-ils fautifs de n'avoir pas su transmettre, ou alors ce sont les plus jeunes qui ne vont pas se cultiver? Déjà, tu sais que nous, quand on commençait à s'intéresser au rap, il n'y avait pas Internet. Bon, chacun a 30 secondes. Hein. Oui, il n'y avait pas Internet, mais on marchait pour aller au plateau dans des librairies pour acheter Radical, Groove, qui étaient des magazines qu'on achetait pour avoir des informations. Aujourd'hui, quand je parle de rap, je le fais avec beaucoup de passion parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je continue de vivre, c'est dans ma playlist, je suis toujours content. Mais après, quand je parle de rap, je vais pas toujours dire le rap a été créé par DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash dans les années 70 dans le Bronx, aux États-Unis, c'est trop long tout ça. Tu vois, aujourd'hui, quand je parle de rap, je préfère donner non seulement cette information à la jeune génération, mais en même temps, je leur dis d'aller sur Internet. Aujourd'hui, ils ont la chance, il y a tout sur Internet. L'histoire de RAS, de Angelo Dogba, de MC Claver, 2 secondes. De Yves Zobo Junior, tout est sur Internet. Donc, tout est sur Internet. Les gens doivent se cultiver. C'est quoi la question, là, s'il te plaît? Tu peux me répondre à la question? Karina, est-ce que les anciens sont fautifs de n'avoir pas su transmettre cet héritage-là, ou alors ce sont les jeunes qui ne vont pas se cultiver? Ils font de leur mieux. On reçoit souvent des X-Fontaine, je ne sais pas si je prononce bien. Pas des anciens? Des anciens ici sur le plateau. Plusieurs fois, ils vont même sur dans des émissions pour expliquer. Je pense que ce sont les jeunes qui ne veulent pas s'intéresser à l'histoire. Je sens moi, je vois souvent la plupart, je ne sais pas si c'est mon sujet. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois des anciens qui veulent se rapprocher des jeunes. Là. Mais j'ai l'impression que les jeunes, ils ne s'ouvrent pas. Ils ne s'ouvrent pas. C'est comme s'ils n'ont pas besoin de connaître l'histoire. Tu vois, ils se focalisent seulement ils sont basés sur leur génération. Et donc ça, c'est pas bon. Même s'ils ne veulent pas parler avec les vieux, ils ne veulent pas se rapprocher, excuse-moi, s'ils ne veulent pas se rapprocher, ils peuvent voir des interviews de ces derniers-là sur les sites, sur YouTube et tout. C'est terminé. Mimi! La chose même dans le temps, là, les vieux, il n'y avait pas l'argent dedans.
C'est-à-dire qu'ils faisaient ça par amour, rap là, ils faisaient ça par amour, il n'y avait pas trop de jetons. Aujourd'hui, ils sont vieux, ils ont beaucoup d'autres business, ils s'adonnent à d'autres choses pour subvenir à leurs besoins. C'est vous qui devez vous rapprocher d'eux. La preuve, il y a un qui a sorti un livre, Die Fresh, il a sorti un livre sur le rap ivoire. Donc vous pouvez acheter ça, Nash a fait une publication où elle a parlé de ce livre-là, pour vous cultiver, pour connaître l'histoire, parce que vous suivez une chanson, un style musical, mais il y a une histoire dans ce style musical-là. Et ça m'a plu de voir Nash défendre cette corporation-là. Voilà. Et il y a le verbe ramener. Ramener. Le verbe ramener. D'accord. Je note une chose, Nash et Suspect 95 ont abordé cette question dans le respect l'un de l'autre, sans injure, sans propos déplacés. Ils ont prouvé, n'est-ce pas, qu'on peut ne pas être d'accord, mais on l'exprime sans offenser l'autre. Bravo à vous, en tout cas. On va marquer la première pause, parce que juste après, il y a de très belles choses à voir. Allez, à tout de suite. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, on partage la 129e session de départementation de la saison 5. Nous allons y arriver. Nous allons recevoir maintenant une grande dame de la musique, dont on avait perdu la trace. Elle est très belle, chère papouase, chère papouase, chère papoué. Annikan! Annikan est avec nous! Annikan! Annikan! Bonjour Annikan. Bonjour Ozone. Bonjour qui? Bonjour président. Bonjour président. Bonjour Moulou. Comment tu tu vois? Pardon, En fait non, c'est pas ta faute parce que je sais qu'il est en train de préparer quelque chose dans le dos. Ouais. Ça va bien Annikan? Ça va. On est très content de te recevoir. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors Annikan, comment va ta carrière? Ben ça avance tout doucement. Je vais à mon rythme. Voilà. Je suis là. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un à la course. Pas du tout. Je vais à mon rythme. Ouais. Alors, Annikan, nous sommes dans le mois de la femme. Ça représente quoi pour toi, cette période? Ben, ça représente beaucoup de choses. Les droits de la femme. Et la femme a une place, une grande place dans cette société. Est-ce qu'elle en a? Donc, ou bien elle doit avoir? Elle doit. Elle doit avoir? Elle doit avoir. D'accord. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est vrai qu'on parle de l'émancipation de la femme, mais il faut parler aussi de la liberté financière de la femme. C'est très important. Mais Annikan, on est en 2026. Est-ce que tu penses que les choses ont évolué du côté... parlant des femmes, est-ce que ça a évolué? Parce qu'avant, la femme n'avait pas droit à l'éducation, elle ne devait pas aller à l'école. Je pense quand même que ça a évolué. Ça évolue. Ça évolue, non? Ça évolue. Il faut saluer les efforts qu'on fait. Hein? ça évolue. Alors, de tes débuts à aujourd'hui, est-ce que les choses ont évolué par rapport aux problèmes que tu rencontrais? Je ne dirais pas que je rencontrais des difficultés, mais je dirais plutôt que je ne me suis peut-être pas battue pour obtenir en son temps ce que je devrais avoir. Je pense. Mais ça va aller. Ce que tu devais avoir. Est-ce qu'on peut avoir? Tu peux être un peu plus explicite. À ne pas être à ce niveau où je suis aujourd'hui, à être vraiment une grande star de la musique ivoirienne et surtout de la musique baoulé. Baoulé. Ça va venir forcément. Ça va venir forcément. Voilà. D'accord. Quand tu rencontres les jeunes artistes, quel conseil tu leur donnes? Ben, je leur dis de se battre, de ne pas être comme moi, parce que j'ai trop dormi. Tu penses? Oui, je pense. J'étais dans mon coin, trop calme, trop timide. Je n'osais pas aller vers les gens. Et ça m'a freinée dans ma carrière. C'était dû à quoi tout ça? Ben, à ma nature. Oui. Il faut, maintenant, je pense qu'après, il faut dissocier Annikan la timide de Annikan l'artiste. Quelle stratégie tu mets en place pour ça? C'est pas ce que j'ai fait, malheureusement. Mais j'ai compris et j'essaie de faire au mieux.
D'accord. que je Mais tu es là pour parler d'Annika aujourd'hui, il y a eu des efforts. Hein. Donc tu es là, Bien sûr. ça va aller, ça va aller. Alors samedi, Ouais. tu seras avec des femmes inspirantes aux côtés de forces actives pour le développement en Côte d'Ivoire. Quel message tu vas délivrer là-bas? Alors, effectivement, je serai du côté d'Angré, au Jardin des Délices. Voilà, c'est un espace gastronomique et événementiel qui travaille avec beaucoup de femmes. Voilà, et il faut que 300 femmes, hein, plus de 300 femmes. 300 femmes. Wow. Oui, Wow. plus de 300 femmes. Alors, le promoteur qui est M. Conan Germain. Ah, monsieur Conan. Monsieur Germain. Conan. Oui, le M. même Conan. Conan Germain. Ouais, monsieur Conan Germain, Germain. c'est le Conan, on fait un big up, on sera là-bas. Voilà, que je On sera salue au là-bas. passage, qui fait beaucoup d'efforts pour que la femme puisse avancer dans cette société. D'accord. Et donc, ça sera les 10 ans du Jardin des Délices. D'accord. Voilà, et donc, j'invite toutes les femmes. Mimi, Aïe, Karine. on va aller mouler là-bas. et puis on va manger. Aïe, ah ouais. Non, On va manger. Mimi sera là, ça c'est sûr. Voilà. manger. Donc, et j'invite tous les artistes. On rappelle la date? C'est ce samedi. Ce samedi? Oui, à partir de Ce 10h. samedi, c'est le 14. Ouais, le 14, ouais. Voilà, 14 à c'est partir ça. de? À partir de 10h. À partir de 10h. Bon, Voilà. moi, je suis content parce que M. Conan Germain, il fait beaucoup. Il a permis à beaucoup de femmes d'avoir, de s'émanciper dans leurs différentes activités culinaires, notamment. On sera tous là On pour sera les tous femmes, là. les femmes Annika, inspirantes. Oui. nous, on était très heureux de te recevoir. Est-ce Moi que tu vas nous aussi. proposer là, c'est Jésus Klaobé. Jésus Clabé. Jésus Claubé. Ça veut Jésus dire les a quoi? tous vaincus. Jésus les a? Jésus les a tous vaincus. Il les a tous vécus. Les sorciers. Ah là, les tours là. La Annika mauvaise Boubou, esprit. sur la scène de chômage. Ton sang m'a purifié, les ténèbres à la lumière. Tu es digne d'être adoré. Miséricordieux, mon roi, mon sauveur. Tu me protèges du mauvais fait, je te remercie. Merci, mon Dieu. Oh, c'est l'argument, ça nous, argument, oh, c'est l'argument, ça nous lit. Oh, c'est l'argument, ça nous dit. C'est que, oh, c'est l'argument, ça nous lit. Blom, oh, c'est l'argument, si mama wa, mbubu mama wa, mpu mama wa, mkoto mama wa, mbli mama wa, mpu mama wa, walwai, mbubu mama wa, mbisu mama wa, si mama wa, walwai. Afolio mo yanu yetemu, amani mingu
avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous sommes de retour pour la dernière partie de Showbuzz. Il est temps de recevoir notre invité du jour. C'est une grande dame de la culture ivoirienne. Danse, chorégraphie, cinéma, télévision. Sa palette est large. Et c'est pas tout. Il y a quelques années, elle s'est mise à l'écriture. Papoise, papoué. Recevons Annie Tchélé. Annie Tchélé. Annie Tchélé. Ici, hein. Faut pas que je tombe, hein. C'est bon? Okay. Annie Tchélé est avec nous. Bonjour Annie Tchélé. Bonjour. Merci d'être venue en Papouasie. Mais c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Ozone, tu l'aides, s'il te plaît. Parfait. Déjà, Voilà. comment tu trouves notre pays? Lequel? Le La pays, Papouasie, la Côte bien sûr, d'Ivoire? la Papouasie. Ah, la Papouasie, Ouais. super. Super. J'aime l'ambiance. Super. D'accord. Puisque tu es là, on file tout de suite à Face à 4. Annie Tchélé, avant de démarrer notre échange, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Voilà, je les gire. Ah, c'est quoi, tu entendais cette partie-là? Oui, parce que je savais que vous alliez D'accord. attendiez là, donc... Annie, Oui. avant le cinéma et les livres, il y a eu la danse. Est-ce Oui. que c'est comme ça que tu es entrée dans l'art? Oui. Tu nous racontes? Oui, moi, mon rêve, ce n'était pas de faire du cinéma. Hein. Moi, je voulais être chorégraphe et avoir une école de chorégraphie. Donc, j'ai fait la danse classique d'abord, ensuite le modern jazz, et je suis allée à Londres pour passer mon diplôme de chorégraphie à la Margaret Morris Movement School. Donc, c'est pendant que j'étais à l'école à l'INA qu'on nous a... Un réalisateur, un jour, est venu, il dit qu'il cherchait des jeunes filles... Voilà, on ne savait pas ce que c'était. Donc, on nous a emmenés là où il y avait la Société ivoirienne de cinéma et c'est Barthélemy Nabo, que je salue ici, qui nous avait fait un casting. On ne savait pas que c'était un casting. On a mis une caméra et on nous posait des questions et on répondait. Et c'est comme ça qu'après, ils ont dit que j'étais choisie pour jouer dans un film. Dans un film. Ils sont allés voir ma mère. Donc, ma mère a dit, après l'école, si votre film peut attendre. Tu étais en quelle classe déjà? Non, j'étais à l'Institut déjà. À l'Institut déjà, Mais ok. j'étais très jeune, donc elle n'était pas... Et puis, ce n'était pas mon truc de faire du cinéma. C'est venu après. Et parlons des danses, c'est bon? Il y en a encore ou c'est mort? Tu as déjà tout arrêté? C'est bon, mais je n'en ai pas fait mon métier. Donc, après, j'ai laissé tomber. Alors, pourquoi ton parcours de danseuse et de chorégraphe est peu connu du public? Ah si, j'ai dansé pour des spectacles. Moi, j'ai accompagné des Aïcha Koné. Moi, je parle du grand public. Hein. Oui, mais les danseurs ne sont pas particulièrement connus. Aïcha Koné. La première fois que je suis allée au Burkina Faso, c'était pour accompagner Aïcha Koné. Je chantais avec Nayan Kabel, avec Baïs Mito, je fais tout ça. Mais après, ce n'était pas ça mon truc, c'était de créer une fondation à la Marie-Rose Giro, par exemple. C'était ça mon truc, ce n'est pas d'accompagner des chanteurs non plus. D'accord. Voilà. Mimi? Est-ce que la danseuse que tu étais vit encore dans la comédienne, la réalisatrice, l'écrivaine? Oui, ce que la danse vous apporte, c'est... vous savez, dans une salle, un studio de danse, vous avez les murs sont tapissés de miroirs, de glace. Vous êtes en collant. Et la danse vous apprend à avoir confiance dans votre corps. Vous apprend, vous rend un peu narcissique même, à être à l'aise partout. Ça m'a aidé. Je suis allée vers le cinéma, ça m'a aidé parce que sur un plateau, l'équipe, c'est 50-60 personnes. Et puis, vous devez interpréter, jouer des scènes. Et à un moment donné, il faut faire abstraction de tous les gens qui sont là. Donc ça, la danse m'a apporté ça. Est-ce que tu étais timide? Dans la vie normale... Dans la vie normale? Dans la vie normale, moi, s'il y a foule, j'ai un problème. J'ai un souci. Mais quand je suis face à l'art, que ce soit au cinéma ou autre, quand je suis dans mon personnage, voilà, je suis complètement à l'aise. Peu importe le nombre de personnes. Oui. Alors, Balle Poussière t'a révélé au grand public. Quel effet ça a eu sur la femme que tu étais à l'époque? Ouf, c'est une grande histoire. Je ne sais pas si on peut en parler. Balle Poussière... Brièvement. Oui, brièvement. Balle Poussière, c'est l'histoire d'un homme qui était un père pour moi, M. Henri Duparc, qui est venu voir ma mère, toujours. Tout était...
Ma référence, c'était fusionnel. Et donc, il m'en a parlé, j'étais au FESPACO, mon premier FESPACO. Mais lui, je l'avais connu sur un tournage où il était directeur de la production. Donc, quand il m'a contacté, on est rentré, il est allé voir ma mère. Et il lui a pas dit qu'il y avait des scènes de nu. Il lui a pas dit ça. Et moi-même, je ne savais pas. Quand j'ai lu le scénario, il fallait annoncer à ma mère. Donc, après, il est venu, ils se sont entendus. Mais surtout, c'était de préparer mon rôle. C'était important. Donc, je me mettais dans ma chambre, devant mon miroir, je répétais. Et ma mère, au lieu de s'adresser à moi, elle allait dire à ses amis que non, que je crois que ma fille, elle est devenue folle parce qu'elle parle seule. Donc, il va falloir qu'on prie beaucoup. La mère n'a pas compris. Non. Elle dit il va falloir qu'on prie beaucoup parce que je crois que le diable est en train d'emporter, comme elle était très chrétienne. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, bon, après la suite. Excuse-moi, moi, je voudrais revenir sur la danse. Moi, j'ai été danseuse aussi. Je suis de base une danseuse. Est-ce qu'à l'époque, la danse nourrissait? Est-ce que c'était bien payé? Mais j'étais à l'école. C'était pas mon métier. J'étais à l'école, moi, quand je dansais. J'étais dans un processus. C'était pas... Tu as fait de grandes scènes avec des artistes. Oui. Est-ce que ces artistes-là te payaient? Oh, ils ne payaient pas beaucoup. Mais j'étais pas dans le besoin. J'étais en famille, j'étais chez ma mère. D'accord. J'étais pas une nécessiteuse. Donc, je faisais ça surtout... voilà. Pour moi, c'était une transition pour créer mon école, mon académie. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de... D'accord. Alors, je voudrais savoir si ce projet de création d'académie tient toujours. Non, il ne tient plus. C'est fini, ça. C'est fini. C'est fini, ça. Ça allait quand même... Non, j'ai mis une croix dessus, c'est fini. Okay. Alors, Annie, tu aurais pu continuer dans le cinéma, mais tu as choisi d'écrire. Ah non, je ne quitte pas le cinéma. Je suis dans le cinéma. Là où je suis, je donne des cours et moi-même, je joue, j'écris. J'écris beaucoup, je suis scénariste. D'accord. Donc, j'écris, j'ai appris. Quand je suis partie, j'ai décidé de m'inscrire en scénarisation, donc j'écris. Et l'écriture, c'est autre chose. Le premier livre que j'ai écrit, c'était pour faire un point sur mon départ d'ici, sur ce qu'on a traversé. Donc c'est ça a relaté. C'était tout. Maintenant, ce livre-là, je ne l'avais pas prévu. Ouais. Ce livre, c'était au départ un court-métrage que j'ai écrit. C'était 5 feuilles. Le film, j'ai écrit 5 pages parce qu'au cinéma, une page de scénario, c'est 1 minute de film. D'accord, on va y revenir. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que le livre exprime mieux que le film? Que le film. Non, parce que le livre, il va être adapté au cinéma. C'est sa finalité. D'accord. Il y aura une adaptation cinématographique. Donc le cinéma exprime mieux? Je peux pas... Le livre, l'écriture, c'est un art plus solitaire. Tu es seul face à ta page blanche. Le cinéma, c'est une industrie. Donc, il y a tous les corps de métier. Le cinéma, c'est le 7e art. C'est le 7e dans la hiérarchie des arts. Le premier étant l'architecture. Donc, c'est différent. C'est 2 arts différents, mais qui se complètent. Qui sont complètes. Oui. Mimi? Est-ce que, quelque part, la situation difficile des acteurs t'a poussé à écrire ce livre-là plutôt qu'à tourner des films? Non. La situation difficile des acteurs. Non, le livre, il ne parle pas de cinéma. Je comprends pas la question. Je veux dire, peut-être que ça t'a inspiré à écrire ce livre-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a poussé à écrire le livre? Est-ce que c'est un vécu? Est-ce qu'il y a ce que vivent les acteurs en ce moment, est-ce que ça t'a inspiré? C'est pas lié. Ça, c'est l'histoire d'une femme. Une femme. Voilà, qui est sous emprise. Ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on a voulu le sortir le 8 mars à la Journée internationale des droits de la femme. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui, à un moment donné, dit non à une situation qui l'oppresse, qui la martyrise. Donc, nous, on a voulu sortir à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour pointer le problème de certaines femmes. Il y a des féminicides, il y a des violences basées sur le genre, il y a tout ça. J'ai voulu parler de ça. Maintenant, la situation de certains acteurs, oui, c'est encore autre chose. En 2022, tu as sorti « Et si c'était à refaire », confidence sur un parcours de vie. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette œuvre témoignage? Voilà.
bien, témoignage. C'était le témoignage, de témoigner de comment j'ai été contrainte de quitter mon pays et puis qu'est-ce que j'ai vécu surtout, qu'est-ce qui s'est passé et rappeler d'où j'étais venue et qui j'étais. J'avais envie que ça se soit fixé par l'écriture parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, je voulais que ça reste parce qu'on entend tellement de choses. Je voulais dire les choses dans leur vérité. Voilà, c'était ça. Est-ce que le message est passé? Absolument, je crois que c'est passé. Il est passé, oui. Alors, le jour de ton retour en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu t'es dit tout bas? En août 2022? Oui. Ce que je me suis dit? Tout bas. Je me suis dit que je venais dans l'inconnu. J'étais partie depuis... Dans l'inconnu? Oui, c'était l'inconnu, parce que j'étais partie depuis 10 ans. Et en même temps, pendant que je n'étais pas là, j'ai perdu ma mère. Donc je venais pour ça aussi, sur les traces de ma mère. Ma mère, on avait une relation tellement fusionnelle. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête et j'étais en même temps heureuse. Des condoléances. Merci. J'étais en même temps heureuse de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Ouais, à part ta mère, est-ce qu'il y a des choses que tu as perdues définitivement pendant ces 10 ans que tu as accepté de ne jamais retrouver? Oui. Tout ce qui est bien matériel, par exemple. Mais ça, c'est matériel, c'est pas grave. Il y a la vie. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens même qui étaient des milliardaires et puis qui sont morts. Donc ça, c'est pas important. Ouais. C'est Dieu donne et Dieu rend. Donc ce n'est pas important. C'est une mentalité... Justement, je parle de mentalité. Comment on trouve la force de passer à autre chose? C'est la résilience et puis c'est la foi qui donne ça. Moi, j'ai la foi. Moi, je suis convertie, mais grave, depuis 2000. Donc, je ne fais rien sans m'appuyer sur ma foi. Donc, ça m'a donné cette force-là. Sinon, je serais devenue dingue. Mimi? Ton second roman, elle avait dit non. Elle avait dit non. On l'a ici. On l'a ici, hein, elle avait dit non. Ça parle d'une femme qui choisit de se libérer. Oui. Alors, pourquoi tu as voulu raconter cette histoire? J'ai voulu raconter cette histoire parce qu'au départ, comme j'ai dit, c'est l'histoire d'un court-métrage. J'ai écrit 5 feuilles court-métrage. Parce qu'au cinéma, une page de scénario, c'est 1 minute de film. Donc, je me suis dit, je vais faire 5 minutes de film. C'est un court-métrage. Et puis, voilà, il y a des... Parce que c'est parti de quelque part. Hein. C'est quelque chose que j'ai vu dans mon entourage. J'ai changé les noms des personnages, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Une histoire comme ça s'est passée dans mon entourage proche. Donc après, en réfléchissant, je me suis dit, OK, c'est venu tout seul. J'étais là et les idées venaient. Je me suis mise devant mon ordinateur, je commençais à écrire et puis c'est devenu ça. Voilà. Je voulais raconter l'histoire de beaucoup de femmes et de dédier aux silencieuses. J'ai appelé ça à toutes les silencieuses. Ces femmes-là qui subissent tellement de choses mais qui ne parlent pas. Et vous savez que tout ce que vous ne dites pas, ça vous détruit, ça vous empoisonne. Il y a des femmes qui attrapent des cancers, je sais pas moi, des maladies et qui meurent comme ça. Donc j'avais envie de parler de cette femme-là qui, à un moment donné, sous emprise, ne sachant à qui se confier, emprisonnée dans un foyer toxique, décide de dire non. Comme elle dit non, je ne sais pas, mais en tout cas, à un moment donné, elle a dit stop. Et j'avais envie de dire ça pour parler des femmes, de ces femmes-là en général, qui subissent beaucoup de choses dans leur foyer, mais aussi sur les lieux de leur travail. Effectivement, parlons de ça. Selon toi, pourquoi c'est difficile pour une femme africaine de dire publiquement non, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans la vie, dans la société? Mais je crois que c'est dû à notre culture, à notre éducation. Mais même ailleurs, même chez les Européens, hein, vous savez, il y a beaucoup de féminicides et tout ça. On croit souvent que les femmes occidentales sont si évoluées et tout. Non. Non, toutes les femmes, c'est des combats qu'il faut mener. Elles ont mené certains combats. Nous aussi, nous menons certains combats. Et pourquoi c'est difficile chez nous? C'est l'éducation qui fait ça. La petite fille, on lui apprend à savoir faire la cuisine, à se marier, à faire des enfants.
Si tu ne fais pas ces 3 choses-là, il y a un problème. On te juge. Je vois dernièrement, pour ne pas sortir du débat, l'exemple avec le mauvais exemple sur Kony Touré, où des gens se sont permis, vous savez, mais c'est les entrailles d'une femme, c'est la vie d'une femme, c'est l'intimité d'une femme. Est-ce qu'on a le droit, au nom de la liberté des réseaux sociaux, de s'attaquer, de violer la vie, l'intimité d'une femme comme ça? Donc, il y a beaucoup, c'est la société qui fait ça. C'est notre société qui fait ça. Quand on voit une femme qui n'est pas mariée, ah, mais pourquoi elle n'est pas mariée? Quand on voit une femme qui est divorcée, ah, mais comment elle a fait pour divorcer? Pourquoi elle n'a pas pu garder son mari? Quand on voit une femme qui n'a pas d'enfant, mais comment ça, elle n'a pas d'enfant? Elle est incomplète. Donc, c'est la société qui fait ça. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent se battre pour ça. Parce que ce sont les femmes qui sont méchantes aussi envers d'autres femmes. J'entendais Moulokoukou dire la société fait beaucoup pour les femmes. Oui, mais les femmes elles-mêmes, elles font quoi? Donc c'est un combat. C'est un combat à tous les niveaux, ça concerne tout le monde. C'est quoi le plus grand enseignement que tu voudrais que les femmes ivoiriennes retiennent de Elle avait dit non? Non, moi je n'aime pas quand on donne des... Attends, je t'aide à... Oui, je n'aime pas quand on donne des leçons, des conseils. Je crois que la vie de chaque personne l'amène à tirer ses propres leçons. Je crois que ce que je peux dire ici, c'est que la Journée internationale des droits de la femme, c'est le moment, et tout le mois de mars est dédié à la femme, c'est le mois où la femme ivoirienne, elle doit se redéfinir, elle doit se réévaluer, elle doit aussi se proposer et dire qu'elle est apte à participer au développement de son pays. On ne peut pas juste être là, je suis une femme, je suis belle, je m'assois et puis il faut que tout tombe du ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit jouer son rôle dans la société et la femme a son rôle à jouer, mais ça part d'elle-même d'abord. Okay. À la fin des années 90, tu as lancé le festival du court-métrage d'Abidjan. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Je retiens que c'est une très belle expérience. C'était le FICA était devenu, à part le FESPACO, à part le festival de Carthage en Tunisie, qui est le premier, mais à part le FESPACO, c'était devenu le festival le plus internationalement connu. Et nous allons le relancer. Parce que le FICA, ce n'est pas juste un festival, c'est un moment où on parle vraiment de cinéma. C'est un moment d'enseignement. Parce que je trouve que beaucoup de gens parlent de cinéma souvent sans savoir ce que c'est que le cinéma. Le cinéma, c'est un art, c'est une industrie, c'est une culture, c'est une identité, c'est une façon de se tenir, de se projeter. Donc, ce n'est pas juste un film. Ce n'est pas juste jouer dans une série, ce n'est pas juste ça. Si on reste à la surface comme ça, notre cinéma, il va aller nulle part. On va se retrouver avec des acteurs qui pleurent. J'ai pas de maison, j'ai pas à manger, on va rester là. Ça, c'est la surface. Mais si on prend les problèmes en profondeur, je pense que nous allons arriver à une société où même les gens dans la rue, quand vous allez au Burkina Faso, quand vous allez au Sénégal, vous rencontrez des gens dans la rue, ils parlent de cinéma, vous êtes comme ça. Ah ouais, d'accord. Ils savent faire. Je pense que c'est une proposition et nous allons essayer de relancer. Karina? Alors, si tu devais reprendre tout à zéro, tu changerais quoi dans ton parcours aujourd'hui? Je ne sais pas. Je reprendrai. Tout ce qui est artistique, je le garderai. Tout ce qui est artistique, je garderai. Je ne jette rien. Maintenant, tout ce qui est rencontre humaine, oui, il y a des choses que je larguerai. Annie Tchélé, merci. On a passé un moment enrichissant avec toi. Je rappelle que tu es venu nous présenter. Je suis en mini dédicace. D'accord. Où? Samedi, à Cap-Nord, samedi 14 mars et samedi 21 mars à l'aéroport, à la Librairie de France. Donc, je rappelle que tu es venu nous présenter ton nouveau livre, Elle avait dit non. Chers Papouas, soutenons nos artistes. C'est votre livre. Voilà. Merci, Annie Tchélé. L'émission est terminée. N'oubliez pas, chers Papouas, qu'on a la fête en Papouasie demain. On vous laisse en compagnie de Jesuo Jagger. Le titre, c'est Beilo. C'est pour vous. Allez, à demain. Peace.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.